Merci beaucoup pour votre intervention. Et effectivement, ça me permet de soulever la problématique du retour haptique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le retour haptique, c'est le retour de force. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, si on a des manettes dans les mains, on ne va pas avoir de retour de force. C'est ce qui était présenté par Guillaume Pourchet, qui était l'utilisation des outils. Et de toute façon, à la fin, il faut le faire soi-même pour avoir la globalité de l'expérience chirurgicale. Donc là, on te donne la parole pour ton propre exposé qui concerne ce nouvel outil pédagogique, tutoriel, immersif, en réalité virtuelle. Exactement. Merci beaucoup. Donc, on a vu qu'il y avait la possibilité de créer du contenu en image de synthèse avec l'aspect positif que ça a d'un point de vue de l'interaction, les questions soulevées quant à l'intérêt qui peuvent être pour de la formation initiale ou continue en fonction de est-ce que c'est le côté ludique plaît. On a la possibilité de faire des images en vidéo 360 aussi. Alors une vidéo 360, juste pour vous montrer rapidement, voilà à quoi ça ressemble. Donc quand je suis dans un casque de réalité virtuelle, je vais voir en bougeant ma tête, comme ça je vais pouvoir avoir accès à toute la vidéo. Le problème, c'est qu'on est toujours, en fait, dans ces vidéos 360, le cas d'usage intéressant va être une visite, une mise en contexte, une mise en situation. Alors, le contexte qui me concerne, je suis neurochirurgien pédiatrique, j'ai fait mon internat à Toulouse et pour me surspécialiser en pédiatrie, j'ai fait un tour de France, comme tous les interchus, mais peut-être un petit peu plus parce que c'était une spécialité de niche. Je suis allé à la Timone à Marseille, à Pellegrin Bordeaux, Necker bien entendu Paris et fait mon clinica à Montpellier. Quand on arrive à son clinica, qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais à Bordeaux? Comment je me reprojette dans les yeux de Christian Sainte-Rose ou de feu Michel Zera lorsque j'étais à Necker, pour faire en sorte de pouvoir me réapproprier leur chirurgie quand je vais rencontrer la situation qui va se produire. Donc premièrement, comment je me reprojette. Mais deuxièmement, on s'est rendu compte aussi que c'est lorsque l'on opère soi-même, bien entendu, que l'on va finaliser sa propre formation. Et c'est quand on opère soi-même la première fois, même si on sait opérer, mais une nouvelle intervention, que l'on comprend définitivement tous les détails de la procédure. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, on est dans la bonne position. On n'est pas à côté en train d'essayer de voir par-dessus l'épaule ou en étant d'avoir une gêne visuelle. La chirurgie, c'est de l'apprentissage expérientiel. Et c'est pour ça que ça met du temps. Parce qu'il faut voir, comme tout à l'heure nous l'a dit notre vice-président, il faut pouvoir voir un grand nombre de chirurgies et rencontrer tous les différents cas. Kolb avait décrit ce cercle de l'apprentissage expérientiel qui va depuis être là, vraiment ressentir concrètement le geste, mais aussi prendre un certain recul pour pouvoir conceptualiser abstraitement. La particularité de ce cercle, est-ce qu'on peut y rentrer par n'importe laquelle des étapes? Par contre, pour pouvoir maîtriser, il faut le parcours dans son intégralité, et ce, pour chaque nouvelle intervention que l'on veut réaliser. Donc la première des choses, c'était de se dire comment je pourrais pouvoir mieux voir, mieux comprendre les détails. Dans la littérature, il est mentionné que le point de vue vidéo à la première personne permet de réduire jusqu'à 50% le nombre des erreurs. 50% parce que, en fait, on a appris dans la bonne position. On diminue déjà la charge cognitive, à nouveau la mémoire de travail, parce que lorsqu'on est dans une autre position, en essayant de voir, on essaie d'interpréter, de comprendre, de se dire comment ça serait cette image si j'étais à la place, cette visualisation. Donc la première des choses, ça a été de se dire on va filmer. La vidéo permet de partager, ça a été montré dans la littérature, de permettre de transmettre des techniques, mais on va le faire à la première personne. Donc au tout départ, on a commencé avec un casque de vélo, 2 GoPro montés dessus, 2 pour avoir une vision stéréoscopique, la 3D, le relief. Et ensuite, on a évolué vers un autre dispositif que je vous montrerai après pour conserver l'ergonomie du chirurgien et capter son point de vue à la première personne. Au même moment, on était à ce moment-là, 2014, 2015, les premiers, il y avait le renouveau de la réalité virtuelle dite immersive, pas la réalité virtuelle sur un écran, mais la réalité virtuelle immersive dans le casque. Donc l'idée, c'est de se dire, plutôt que d'avoir ce film 3D mis à part sur un ordinateur, pourquoi ne pas essayer de le mettre en réalité virtuelle immersive et ainsi ne pas juste voir une scène, mais faire vivre une expérience. Et faire vivre l'expérience au travers des yeux de l'expert qui l'avait réalisé. Ici, la question n'est pas d'interagir à tout va et de réaliser une procédure, mais de transmettre l'expertise de la meilleure façon, du meilleur point de vue qu'il soit. Et ainsi, sur Richman, pouvoir collecter un grand nombre d'expériences, de différents experts, même sur une même indication, et de pouvoir
partager à la façon de, comme on fait toujours en chirurgie, cette formation de compagnonnage, pouvoir faire du pair à pair. Alors, pour marquer un petit peu, tout ceci ensuite, c'est bien beau, mais encore faut-il le prouver. Et donc, je vais vous présenter les travaux qui ont été réalisés dans le cadre d'une thèse en sciences de l'éducation. Je vous ai montré tout à l'heure cette vidéo 360. Et je vais très rapidement vous montrer comment on a développé le dispositif qui équipe un expert quand il réalise une procédure. C'est sur le dos, un bras et ce qu'on appelle une steadicam qui vient en fait, hop, je vais mettre pause, vous voyez ces caméras qu'on va pouvoir orienter, ne pas gêner les mouvements de tête du chirurgien, mais filmer ce fameux point de vue à la première personne. Et ensuite, mais c'est vraiment un travail entre des professionnels de l'audiovisuel qui connaissent le rendu stéréoscopique, hein, c'est-à-dire vraiment la vue au relief de l'image, et ensuite des professionnels développeurs informatiques spécialisés en 3D qui vont intégrer ces expériences et rajouter toutes les fonctionnalités qui nous étaient importantes, c'est-à-dire que vous allez voir, il y a des chapitres, les vidéos sont éditées par chapitre, notre façon de présenter la technique opératoire en fait, mais aussi il y a des données additionnelles, comme vous le voyez de chaque côté, qui vont permettre de compléter la procédure, la chirurgie, l'apprentissage. Finalement, après avoir développé ce matériel de captation, on a développé le lecteur de réalité virtuelle permettant de lire ce contenu, puis la plateforme pour diffuser ce contenu. Et ce n'est pas tout le monde qui a accès à un casque de réalité virtuelle, pourtant le contenu a son importance. Donc nous avons aussi développé cette plateforme pour qu'elle soit accessible depuis un téléphone portable. Et un téléphone portable, on peut y avoir accès à plat, avec une interface particulière, mais aussi dans un mode de réalité virtuelle avec des petits casques en carton. Vous voyez, il y a les deux lentilles. En fait, on met son téléphone dedans et le téléphone se transforme en écran de réalité virtuelle. Bien entendu, ça n'aura pas le même rendu que les casques qui sont un peu plus aboutis, mais pour ceux qui n'ont pas connu la réalité virtuelle, ça permet déjà d'avoir vraiment un bel aperçu. Pour vous montrer ce que ça donne, voici. Là, la fameuse vidéo 360 qui ne surpasse pas la réalité. Je suis toujours cette tierce personne en train d'essayer de voir ce qui se passe et de comprendre. Obtenir le point de vue à la première personne, c'est obtenir ensuite en fait ce genre d'image. Et lorsque l'on est dans le casque de réalité virtuelle, on a la relation à la profondeur. Je vais mettre pause. Il y a des commentaires audio, bien entendu, j'ai mis en mute. Vous voyez, cette fois-ci, l'écran est limité face à moi. Du fait qu'il soit limité, on va rajouter les fameuses données additionnelles. Ici, par exemple, les planches du scanner correspondant. Et là, c'est là où j'ai l'interaction avec l'environnement, qui a son importance dans le sentiment de présence. Mais de l'autre côté, voici les images de synthèse. Mais notre approche pour l'image de synthèse, c'est de se dire, voilà, le but est de pouvoir interagir avec cette image de synthèse, mais là d'avoir un apport conceptuel, anatomique, à la façon de ce qu'a présenté Jean-François. Et finalement, la dernière fonctionnalité pédagogique, qui est une importance capitale, c'est le chapitrage. En levant la tête, alors je dis lever la tête parce que quand on a le casque, encore une fois, il faut lever la tête vers le haut, on a accès aux différents chapitres qui viennent correspondre aux différentes étapes de la procédure, un peu comme si on avait une autre façon de présenter une technique opératoire. Point de vue à la première personne face à soi, données additionnelles de chaque côté qui permettent ce qu'on appelle le blended learning, un enseignement mixte avec différents types de données, et le chapitrage en haut. Et c'est ça qui s'appelle le tutoriel immersif. Alors bien entendu, il a fallu prouver. Alors je tiens déjà à signaler que la première publication à ce sujet-là a été faite dans les mémoires de l'Académie nationale de chirurgie. Ensuite, nous sommes allés pas à pas. Je vais aller un petit peu rapidement parce qu'on a plus de 700 volontaires qui ont été maintenant pris dans différentes études. La première des choses, c'était de se dire, est-ce qu'effectivement, il y a un intérêt à faire ça ? Et à quel niveau? Est-ce que l'intérêt ne concernerait que des jeunes internes parce que ce sont des millennials et qui vont aimer le côté ludique, ou est-ce qu'on peut aller plus loin et peut-être penser à de la formation continue aussi? Donc au départ, on a fait une première étude avec seulement 30 chirurgiens de différentes expertises, depuis les internes aux chefs de service, et puis ensuite on a étendu à 90 personnes les mêmes résultats. Ce qui était intéressant dans ces résultats sur questionnaire, c'était tout simplement de dire qu'ils auraient compris plus vite. Et on retrouve cette notion de compréhension systématiquement dans nos études, compris plus vite si cela avait été disponible. Ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de différence en fonction de l'expertise, du niveau d'expérience. Donc là, on touchait du doigt le fait que ce ne soit pas forcément ludique. On explique du fait que c'est de la vidéo, c'est un environnement qui est familier. Et Hubert, si je te montre comment va faire l'autre chirurgien viscéral qui est en Belgique, on est chirurgien, on aime partager nos savoirs, donc on se laisse prendre au jeu. Le corollaire, c'est aussi que ça nous permet d'avoir des experts qui se prennent au jeu pour créer ce contenu.
Ensuite, on a voulu passer une étape supplémentaire, simple. C'est pas les études en pédagogie sont très complexes puisqu'on utilise un nouvel outil, on ne sait pas sa puissance, il ne faut pas avoir un biais pédagogique finalement. Donc, on a présenté le tutoriel immersif que je vous ai montré, qui est voilà, avec la dérivation ventriculaire externe, à des externes. Certains avaient la technique opératoire classique et les autres, technique opératoire plus réalité virtuelle. Donc 175 étudiants randomisés en 2 groupes, questionnaire en post-test immédiat, puis à 6 mois. Alors la première des choses, c'est que l'on n'avait que 9 questions. Mais malgré tout, dans ces 9 questions, on a pu montrer un apport immédiat significatif pour le groupe réalité virtuelle avec de meilleures réponses. Même tendance à 6 mois, mais pas suffisamment de répondants, puisqu'il y avait beaucoup de répondeurs, il y en avait 80, mais il nous fallait passer la barre des 100. C'était juste une petite étape, mais déjà pour voir est-ce qu'on était sur le bon chemin. On a ensuite réalisé une autre étude où là, on a voulu pousser au maximum, c'est-à-dire on va se servir d'un geste technique et voir si on peut la généraliser au monde réel, la reproduire dans le monde réel. Ce geste technique, c'était une ponction lombaire que l'on a réalisée sur mannequin. Alors, encore une fois, il y a les commentaires audio qui défilent. Dans le reste de l'environnement du tutoriel, on avait à gauche un diaporama qui reprenait le diaporama classique de l'enseignant qui était utilisé lors de ces sessions de simulation, en retirant les données d'ordre pratique, en ne laissant que les données d'ordre théoriques qui ne sont pas présentées par la vidéo. Et de l'autre côté, un modèle 3D d'un rachis lombaire avec le point de ponction. Tout était présenté depuis la désinfection stérile jusqu'à la ponction, l'ablation de l'aiguille, la mise en place du pansement dans l'environnement. Cette fois-ci, on a eu 89 étudiants randomisés en 2 groupes. Et donc là, je vous l'ai dit, on a poussé un petit peu plus loin. Un groupe avait uniquement l'enseignement traditionnel. Et de l'autre côté, le groupe avait uniquement le tutoriel immersif. Le groupe qui a été avec l'enseignant avait aussi la capacité de pouvoir manipuler l'aiguille de ponction lombaire et de voir comment ça se présentait. Chaque étudiant est ensuite allé avec l'enseignant dans une classe à part, une salle à part. Il y a eu une évaluation orale sur des données d'ordre théorique, évaluation pratique sur la réalisation de la ponction et mesure de la durée de réalisation. Évaluation orale, le groupe enseignant fait mieux et c'est tant mieux parce que pédagogiquement, ça aurait été un contresens. On a besoin d'un enseignant pour apprendre la théorie. Il y a tout ce qui est dans le compagnonnage comme les messages anecdotiques, le discours expérientiel qui permet de transmettre la théorie. Lorsqu'on regarde la pratique, par contre, on voit une petite différence, on n'a pas atteint la significativité, mais pour le groupe réalité virtuelle. Par contre, lorsqu'on regarde la durée de réalisation, il n'y a pas photo, le groupe réalité virtuelle a réalisé beaucoup plus rapidement la procédure que le groupe enseignement. Alors, réaliser plus rapidement, c'est bien, mais encore faut-il que ce soit bien fait. Et si on s'intéresse en deuxième intention aux erreurs, le groupe réalité virtuelle a vu son nombre d'erreurs diminuer de 65% lors de la réalisation de la procédure. L'idée de se dire, c'est que déjà avec le point de vue à la première personne, on savait dans la littérature qu'on pouvait réduire jusqu'à 50% le nombre d'erreurs. Ce point de vue à la première personne avec l'engagement émotionnel suscité en réalité virtuelle va permettre de réduire les erreurs jusqu'à 65%. Le graphe de droite signifie que si l'enseignant transmet la théorie, introduit la pratique ensuite en utilisant un tutoriel immersif en réalité virtuelle, c'est là où on va pouvoir permettre d'augmenter le niveau de nos étudiants. Rapidement, ensuite, en 2020, nous avions commencé à créer depuis 2018 du contenu dédié pour les soignants, soignants infirmiers d'abord. Donc, on avait créé une trentaine de tutoriels à ce moment-là, on devait faire des essais en IFSI. La pandémie débarquant, on a créé des tutoriels spécifiques liés à aider les soignants dans la lutte contre le Covid et on a révisé l'interface de l'application sur téléphone portable que l'on a mis en accès libre. On a eu 12 500 téléchargements en 45 jours. Et ce qui est intéressant, c'est que là, à nouveau, on retrouve 2 tiers d'infirmiers diplômés. On est aussi sur la formation continue. Encore une fois, ce n'est pas que la formation initiale. C'est lié aussi à la période, les infirmiers qui doivent être redéployés dans d'autres secteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait donc sur 3 jours un questionnaire avec un taux de réponse de l'ordre de 70%, alors que tout le monde avait d'autres choses à faire que répondre à un questionnaire. Le gain de confiance, c'est ce qui est ressorti. La meilleure compréhension, ce que l'on a déjà vu. Le fait d'avoir déjà visualisé, d'avoir prévécu la situation qui va permettre d'apporter la confiance nécessaire. On a fait une dernière, ça c'était avec un collègue de l'Université d'État New York, où cette fois-ci ça a été utilisé sur
ordinateur. Donc, la première fois, c'était réalité virtuelle immersive. Ensuite, on a testé l'application sur le téléphone portable. Là, c'était sur ordinateur, sur enseignement à distance. 2 groupes d'étudiants, la moitié en réalité virtuelle immersive et les autres en enseignement à distance. Rapidement, pour corroborer les résultats, en définitive, qui étaient que les étudiants qui ont été avec l'enseignant ont mieux répondu aux données d'ordre théorique, ceux qui ont fait la réalité virtuelle immersive aux données d'ordre pratique. Finalement, en 2017, on avait réalisé une première en utilisant au bloc opératoire le masque HoloLens. Là, on est en réalité augmentée, on n'est plus en réalité virtuelle immersive. Mais, je vous ai dit, le contenu a été créé d'une même façon et les outils ont les mêmes origines. Donc, on rejoint l'idée qui a été développée par Ronald du métaverse. In fine, vous voyez, c'est ça qui a été disposé dans l'environnement. On retrouve le scanner préopératoire, on retrouve le point de vue à la première personne, on retrouve les chapitres en haut, vous retrouvez le même environnement et un modèle 3D à droite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le chirurgien regarde vers le bas, il voit son champ opératoire et ces outils-là ont été disposés dans l'environnement pour venir l'augmenter. L'idée étant, in fine, de se dire ce contenu spécifique, l'architecture instructionnelle qui a été utilisée, pensée pour transmettre les savoir-faire, les expertises, créer cette plateforme, le but est d'avoir un continuum pédagogique avec vraiment un compagnonnage digital, l'ordinateur pour l'enseignement à distance, la réalité virtuelle pour immerger, marquer l'esprit, faire en sorte que l'on apprenne mieux, qu'on réduise les erreurs, le smartphone pour pouvoir réviser juste avant de procéder, lorsqu'il faut se rafraîchir, et la réalité augmentée pour de cette façon-là, pour pouvoir accompagner les toutes premières fois. Depuis, on a pu créer donc dans bon nombre de spécialités, que ce soit la neuroradiologie où on voit en plus le retour de la fluoroscopie. Ici, ça a été réalisé avec Guillaume Pourchet sur la sleeve gastrectomie monotrocar avec une synchronisation avec l'endoscopie qui est présentée, mais aussi en orthopédie là sur une chirurgie de l'épaule avec endoscopie, mais aussi j'ai parlé des soignants tout à l'heure, il y a des choses qui sont importantes, c'est les installations au bloc opératoire, donc le décubitus latéral par exemple. Et in fine, et c'est là où on se rejoint aussi avec Jean-François, dans cette approche, c'est de se dire, faire en sorte de pouvoir diminuer les prix. Donc, bien entendu, c'est un budget, mais qui va être bien moins élevé que les images de synthèse. Et donc, l'idée, ce à quoi on voulait répondre, c'est pour ça qu'on avait commencé à travailler ensemble avec Jean-François et aussi avec la fondation de l'Académie, où on avait eu quelques approches, c'est de se dire 5 milliards d'êtres humains n'ont pas un accès correct à la chirurgie sur notre planète. Et en pré-pandémie, c'est pour ça que l'OMS avait hissé la chirurgie au top 3 des priorités internationales. Avoir un outil simple qui puisse transmettre l'expertise, qui est un outil qui ne remplacera pas, mais pourrait permettre justement d'apporter ces réponses-là. Je vous remercie. Bravo, merci. Je signale un commentaire qui nous vient de loin, on enlève le commentaire, de Diego Zambrano Pérez, je ne sais pas exactement d'où il est. Pardon ? D'Amérique du Sud, mais de quel pays? On ne sait pas. Qui dit qu'il est ravi de participer à cette réunion pour présenter un sujet très important. Merci. Merci. Voilà, donc merci, exposé très complet, très intéressant, très riche, donc il faudra qu'on le réécoute pour bien comment dire, apprécier la totalité du message. Une partie est peut-être passée un peu au-dessus, mais bon, donc comme ça, dans le haut du plafond. Mais voilà, en tous les cas, merci, c'était passionnant. Avez-vous des questions? Les questionneurs professionnels, toi qui fais de l'ophtalmo, est-ce que cet aspect comme ça, tu peux enseigner dans un domaine aussi complexe que la chirurgie ophtalmo, ces outils-là pour se visualiser, puisqu'on parlait aussi même de au RICF, on a présenté la place de la robotique dans la chirurgie de la rétine. Donc là aussi, il y a des instruments très, très gros, dans un petit espace, comment on fait.
J'imagine que ça peut être passionnant de travailler avec ces Oui, outils. alors il y a tout à fait une place pour ce type d'instrument. D'ailleurs, la Saphir organise des sessions de formation. La Saphir, c'est qui pour nos collègues qui ne connaissent pas? C'est la société de chirurgie, la cataracte et réfractive pour les ophtalmologistes. Et donc, dans cette société, il y a la formation, les gens du bureau ont des séances pour la formation des internes, etc., à la chirurgie, par exemple, de la cataracte, où on fait la chirurgie de la cataracte étape par étape, l'incision, l'hydrodissection, enfin toutes les phases. Tout ça en virtuel. Alors, on fait ça d'après sur des vidéos ou parfois sur des yeux artificiels, mais c'est vrai que l'apprentissage vidéo, enfin, ce type d'apprentissage a sa place parce que finalement, à travers les yeux de l'opérateur, on peut évaluer toute la stratégie, la place de l'incision, la largeur, la position, etc. Donc, ça paraît extrêmement intéressant. Et effectivement, comment il y a des cataractes totales, les cataractes sont plus ou moins complexes, et c'est vrai qu'il y a un champ à développer. Je pense que, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais en tout cas, il y a un champ à développer de ce côté-là. Pas encore en ophtalmo, mais avec plaisir pour réfléchir ensemble. J'en profite pour vous dire que le collègue d'Amérique du Sud a précisé qu'il était de l'Équateur. Donc, l'académie de chirurgie est vue de loin. Monsieur le Président, je voudrais féliciter Maxime, c'était passionnant. Passionnant. Même moi, j'ai compris. Et ce que j'ai compris, le plus important, c'est le rôle du formateur. Essentiel. Tout le reste, ça vient autour. C'est pour faire joli, ça peut aider plus ou moins, etc. Mais l'essentiel, c'est le rôle du formateur. Pascal Richman veut intervenir. Merci. Oui, je rebondis. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend parfaitement. Je rebondis sur la remarque de Philippe, la formation, qui est évidemment centrale dans cette démarche. Et la réflexion que je me fais rejoint aussi les inquiétudes qu'il y avait tout à l'heure autour de l'anatomie. Je pense que vous partagez cette idée qu'il y a plusieurs temps de formation. Il y a l'étudiant en première ou deuxième année de médecine, puis il y a l'étudiant en spécialité qui apprend la discipline, et puis après, plus on avance, puis vous le savez, on va se spécialiser, devenir spécifique. Et que je pense que ces outils dont on nous parle, qui sont absolument fantastiques, vont s'adapter à ça également. Et il y aura un enseignement de base où on va intéresser à la discipline. Je pense qu'effectivement, l'anatomie de base, moi je me souviens quand on apprenait toutes les subtilités de la neurochirurgie en première année de médecine, je m'en souviens encore, en tout cas de la difficulté, je ne me souviens pas de tous les détails, mais c'est vrai qu'on n'avait peut-être pas besoin à ce moment-là d'augmenter la charge cognitive, comme il a été dit tout à l'heure. Bref, et donc tout est progressif, y compris pour les techniques opératoires. Et on peut avoir une technique de base, comme ça a été montré à chaque fois, et puis faire évoluer cette technique. Je reviens donc à ma suggestion. Il y a effectivement les différentes écoles, ça c'est très intéressant, et de pouvoir les comparer de façon fictive, virtuelle. Il y a aussi surtout les différences anatomiques. Si j'en reviens à ce que je connais bien, c'est-à-dire la dissection, par exemple, du pédicule rénal dans une chirurgie partielle conservatrice un peu difficile. Donc là, on est dans le domaine très spécialisé, mais on peut y aller progressivement en évoquant les différentes situations anatomiques qui ne sont pas exceptionnelles et les réactions des opérateurs. On peut imaginer beaucoup de choses dans l'interactivité et je pense que c'est très intéressant. Et c'est cette idée aussi de scénario qu'on peut développer ou pour soi-même ou pour l'école, ce qu'on connaît bien dans les jeux vidéo actuels. Je pense que ce sera assez facile à transférer. Bien évidemment, il y a beaucoup d'intérêt. Pour en revenir encore à l'anatomie, il peut y avoir, comme ça a été évoqué pour les universités américaines, une anatomie de plus en plus spécialisée, générale au début, un peu générale au milieu des études de médecine, et puis alors très spécialisée, par exemple quand on est ophtalmo, urologue, etc. Et je pense que tout ça va redevenir très, très vivant, donc je suis très optimiste. Merci en tout cas pour cette magnifique séance encore une fois. On est bien d'accord avec tes commentaires, merci beaucoup. D'autres questions encore dans la salle? Non?
D'accord. Merci donc et bravo. Et puis on va continuer. Il y a juste un petit point, un dernier point, parce que tu as présenté un instrument, l'instrument du pauvre, hein, la réalité virtuelle du pauvre, avec le smartphone. Ça c'est vraiment, ça me paraît aussi une piste très très importante, parce que pour la généralisation de ces outils, pour la formation dans les pays en développement, il faut bien penser que là aussi ils auront besoin de ce genre d'outils pour mieux se former. Et voilà, est-ce que donc tu vois une piste, à la fois les logiciels seront moins chers, parce qu'il y a le problème du coût du logiciel. Et ça, c'est comment on le partage, comment il est revendu pour une meilleure diffusion. C'est ça la question. C'est plus le coût. Parce que le hard est relativement bon marché là, ouais. Mais le soft peut être très cher. C'est même plus le coût de création qui reste, de la création de ce contenu qui reste assez importante. Et les discussions que l'on avait débutées avec la fondation de l'Académie de chirurgie, c'était de nous-mêmes aussi concourir à créer une fondation pour faire en sorte de pouvoir développer pour la chirurgie essentielle. Voilà. Les discussions ont eu lieu en 2019, on croit qu'à partir de 2020, ça a été... Est-ce que les concepteurs comme Chris Simons, qui sont en même temps des industriels, qui travaillent sur les logiciels, pensent à ce genre de problématique? Je ne sais pas si Chris m'entend, il est en ligne. Il est en ligne, je suis toujours là, je n'ai pas tout à fait compris la question. Tu peux reprendre la thématique pour lui. Nous étions en train de discuter de la possibilité d'accéder aussi plus simplement et de façon moins onéreuse à la réalité virtuelle dans le cadre des chirurgies essentielles à déployer au niveau international dans les pays aussi qui n'ont pas malheureusement les mêmes moyens que nous. Et la question d'Albert Claude, notre président, c'était pour savoir si vous-même, dans le cadre de vos développements, vous ajoutiez cette nécessité dans vos cahiers des charges. Le problème, c'est ce que les chirurgiens veulent, c'est comme vous avez dit, c'est une réalité très forte. Et pour faire ça, on a besoin de Graphical Processing Units, GPU de très haute qualité et aussi beaucoup de heures de développement. Et malheureusement, aujourd'hui, la technologie, par exemple, pour se mettre pour un téléphone portable, et ça peut se faire, mais il y a une dégradation de qualité de l'image qui est énorme. Alors, en tout cas, c'est toujours un compromis. Un compromis entre la technologie et le coût. Ce que les gens veulent, ça coûte très cher et ça a besoin vraiment de processeurs de haute puissance. Et le plus petit que c'est, bon, la qualité augmente, mais c'est pas au niveau que les gens veulent aujourd'hui. Ça dépend pour les cas d'usage aussi. Il y a une réaction de Philippe Marr par rapport à ce sujet. Oui, à propos de fondation et de chirurgie essentielle. Je me fais l'interprète de Richard Villet, qui n'est pas encore arrivé, qui va arriver tout à l'heure, pour dire que Richard pense beaucoup à développer le versant chirurgie essentielle de la fondation. Et notamment, j'ai bien entendu ce qu'a dit Maxime tout à l'heure, ce que tu as confirmé, Monsieur le Président, à savoir qu'avec tout le monde a un téléphone portable, même au fin fond de l'Afrique, et que donc, ce que pourrait faire la Fondation, indépendamment de susciter des vocations d'enseignants, de trouver de l'argent pour les logiciels. Parfait, tout à fait ça. Alors, il y a une réaction demande de prise de parole de notre collègue chirurgien cardiaque qu'on connaît bien, Daniel Loisance. Oui, merci de me donner la parole. Bon, magnifique présentation, j'ai beaucoup aimé. Je me pose tout de même une question, c'est celle du financement. Comment à plusieurs reprises, vous avez dit que tout ça coûtait beaucoup d'argent. Comment faites-vous pour financer toutes les recherches que vous conduisez? Les premiers financements ont été en créant une entreprise. Je vais passer sur les possibilités de financement public et privé pour le lancement d'une entreprise. Mais ensuite, ça a été sur des industriels du dispositif médical qui souhaitaient développer la technique opératoire et donc ainsi proposer un expert en train de réaliser une chirurgie pour présenter, en fait, plutôt que d'avoir la technique opératoire simplement présentée en PDF, l'avoir de cette façon-là. Ce qui nous a permis de petit à petit de pouvoir arriver, d'avoir l'entreprise qui est arrivée à l'équilibre et de notre côté de commencer sur
sur les fonds de l'entreprise directement, créer ce contenu nous-mêmes pour les soignants. Le contenu pour les soignants nécessitait moins de matériel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à l'heure actuelle se permettre de faire la même chose pour tout type de chirurgie, de pouvoir créer nous-mêmes. Donc pour l'instant, en général, ce sont des relations tripartites qui sont entre un expert, un industriel qui veut sponsoriser bien entendu la création de ce contenu, la mettant ensuite à disposition de l'expert pour qu'il puisse l'utiliser lors de sessions de formation et en contrepartie l'industriel pouvant s'en servir aussi pour former en interne leurs équipes ou bien entendu en externe à l'utilisation de leurs produits. Voilà. Si je comprends bien, la recherche institutionnelle n'intervient pas du tout dans le financement de vos travaux. Non, ça a été des subventions hospitalières. Vous en avez eu par exemple pour pouvoir. Oui, je parle du CNRS ou de l'INSERM par exemple. Non, on n'a pas eu. Est-ce que vous avez sollicité, vous n'avez pas eu ou vous n'avez pas le sollicité? L'INSERM, je pense qu'on en avait discuté à une époque, mais ensuite, si vous voulez, les recherches qui étaient menées allaient dans un niveau beaucoup plus fondamental, qui était demandé au niveau où l'on en était. Ce qui peut être intéressant maintenant, puisque le but était quand même déjà d'arriver à prouver l'efficacité. Maintenant, ce qu'on aimerait pouvoir, et je vous rejoins là-dessus par contre, trouver des financements INSERM pour ça pourrait être intéressant. Comment ça marche, et notamment les études sur la charge cognitive, me semble être l'étape suivante qui permettra d'améliorer aussi l'architecture en elle-même des expériences en réalité virtuelle. Jelena Godjevac, qui est encore là avec nous de Suisse, quelle est votre préoccupation pour la diffusion, en particulier pour les formations dans les pays en développement, les pays pauvres, pour l'accès à ces logiciels de formation et peut-être à des outils, même s'ils sont, comme l'a très bien dit Chris Simons, ils vont être probablement de qualité dégradée, mais peut-être néanmoins suffisante pour donner une forme de réalisme et donc de côté pratique à l'efficacité de la formation qui peut être proposée. Est-ce que vous m'avez entendu, Jelena, vous êtes toujours en ligne? Pardon? Il n'y a pas de réaction. Bon, donc en tout cas, on lui posera la question parce que cette fondation suisse qui se dédie à ce genre de problème, peut-être on l'interrogera dans une autre occasion. Donc, Hubert a une remarque? Oui. En fait, vous avez des besoins financiers pour des questions de R&D, donc il y a un problème de marché. Du côté de l'enseignement, les financements ne sont pas extensifs. Du côté des professionnels, les financements ne sont pas extensifs non plus. Mais est-ce que vous ne pouvez pas imaginer, on a des patients qui ont un besoin d'information, une soif de savoir de quoi ils souffrent et comment ils seront opérés, etc. Est-ce qu'il y a de ce côté-là? C'est le sujet suivant, c'est les deux thèmes d'après. Alors, le sujet suivant, je crois que c'est l'hypnose. Mais il y a le parcours patient derrière. Je parle du patient qui paierait pour voir une vision générique de l'information, de l'opération qu'il aurait. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire un truc à la demande, mais on peut tout à fait imaginer qu'il y ait des patients qui soient intéressés pour acheter des programmes comme ça, ce qui financerait vos recherches et développements, parce qu'il y a beaucoup plus de patients qu'il n'y a de professionnels et qu'il y a de facultés. C'est une vraie question. Je ne sais pas si France versus Amérique du Nord, les patients seraient plus intéressés, dans quelle catégorie. Je pense que par contre, d'un point de vue légal, il faut être encore plus bordé que l'on ne l'est à l'heure actuelle, puisque là, tu es sur un marché qui s'appelle business to consumer. C'est monsieur, madame, tout le monde. Tu ne vends pas à une entreprise, hein, ce n'est pas industrie à industrie. Donc, c'est une approche qui est délicate, je dirais, qui nécessite une plus grande étude. Il n'y a pas en soi sur le problème de marché, en fait, en soi, il n'y a pas de problème de marché puisqu'on a on a eu une croissance annuelle qui s'est répétée durant, ça fait 7 ans que l'entreprise existe maintenant. Donc, il y a quand même le marché. La question, dans l'approche que j'aurais souhaité, mais qui n'est pas malheureusement possible probablement en France, parce que tu sais, tu as les financements initiaux pour créer, ça, il y a l'écosystème, c'est très bien. Mais les financements, quand tu arrives à un certain niveau, tu as une espèce de plafond de verre et tu sais qu'il faudrait que tu embauches plus, mais tu n'as pas l'équilibre pour embaucher plus dans ta trésor. Donc à ce moment-là, c'est là où tu demandes un investissement supplémentaire. Le territoire français
est plus difficile. Ça existe, mais c'est plus difficile pour ces investissements supplémentaires. Par contre, la possibilité dans ces cas-là, si tu arrives à le faire, c'est de pouvoir créer le contenu, le mettre sur étagère et à ce moment-là, donner accès plus facilement. Dans le contenu que l'on a pour les soignants, le coût n'est absolument pas le même pour une institution et est tout à fait abordable. C'est pour ça qu'on travaille notamment avec les hospices civils de Lyon sur ces librairies. Et là, ça fonctionne. Il y a un investissement dans pratiquement maintenant toutes les grandes villes de France sur la simulation pour la formation. On a vu à Amiens ce qu'on fait maintenant sur le bloc en miroir, des choses comme ça. Vous avez peut-être introduit votre réflexion va peut-être enrichir ces centres parce qu'ils sont puissants. Ils ont de l'argent public et privé. Tout à fait. Tout à fait. Et ensuite, c'est pouvoir expliquer ce qui est fait, puisque des solutions, certains vont se poser la question entre investir entre un mannequin ou de la réalité virtuelle. Donc, je n'ai pas au même niveau de réflexion sur la réalité virtuelle m'intéresse vraiment et je veux aller là-dedans et je regarde ce qui se fait uniquement en réalité virtuelle. C'est plus dans ce sens-là, mais oui, c'est avec ce genre de centre que l'on commence à travailler. Ce genre, je veux dire, les centres de simulation. On les CESU. On a réalisé par exemple ce qu'on appelle la FGSU, qui sont toutes les situations d'urgence sur lesquelles doivent se faire recycler l'intégralité des soignants tous les X années. Oui. Et donc ça, on l'a capté dans un centre de simulation. D'autres veulent s'équiper de casques pour pouvoir avoir accès à ça. Voilà. Encore une question, beaucoup de questions, ça veut dire que ça passionne tout le monde. Notre ami Jean-Pierre, vas-y. Oui, ce niveau justement des investissements, il existe des fonds, j'imagine que tu le sais aussi bien, sinon mieux que moi, des fonds d'investissement donc qui vont financer des sociétés à des niveaux différents de maturité et donc ce sont des capitaux risqueurs ou des capitaux ou des fonds qui vont investir sur des sociétés plus mûres. Donc j'imagine que tu as dû certainement suivre ces process. Tout dépend. En fait, tu as les investisseurs de façon générale et puis tu as plusieurs profils qui ils vont être différents dans le moment de maturité de l'entreprise à laquelle ils interviennent premièrement, mais aussi dans leur approche et leur accompagnement et leurs objectifs. Donc, c'est là où il faut effectivement trouver le meilleur profil. Et les entreprises pour la réalité virtuelle, là, ça va me permettre ensuite d'introduire la présentation suivante, il va falloir qu'on avance. Oui, la réalité virtuelle, il y a des investissements de plus en plus, voilà. Mais sur l'attendu, l'objectif final des investisseurs n'est pas forcément encore aligné par rapport aux propositions qui sont faites par les sociétés. Et ça, je ne voulais pas rebondir de cette façon-là, mais ça va me permettre d'introduire Pia Vessière. Alors Pia, je l'ai contacté parce que justement, une entreprise de réalité virtuelle qui a une solution que j'aime beaucoup. On change de domaine, on reste en chirurgie, mais on reste dans autre chose. On a vu l'anatomie, on a vu l'apprentissage des pratiques, la transmission des pratiques. Et là, on va être sur ce qui est la gestion de l'anxiété.